Il fuyait chaque chose. Et tout ça lui retombe dessus, il est absolument terrorisé, mais en même temps fasciné. Parce que quelque chose apparaît. C'est que la petite phrase ne joue plus dans la fonction de nœud, de résonance qui va colmater ce mur de la quotidienneté, mais se met à vivre, à palpiter d'une autre façon. En effet, d'abord, le musicien va la jouer en entier, alors que, traditionnellement, on ne gardait que les éléments de la petite phrase, on en perdait toute une partie. Et Proust dit, Proust dit, il y avait là d'admirables idées dans le développement, alors qu'auparavant, il ne retenait que la petite phrase. Le reste, c'était un peu flou, il n'arrivait pas à le saisir. Et il s'aperçoit pour la première fois que dans le reste du morceau, il y avait là d'admirables idées que Swann n'avait pas distinguées à la première audition et qu'il percevait maintenant, comme si elles se fussent dans le vestiaire de sa mémoire, débarrassées du déguisement uniforme de la nouveauté. Déterritorialisation, c'est par exemple des signes musicaux qui ne fonctionnent pas dans des systèmes de monnaie, dans des systèmes de phrases, ou des systèmes de signes mathématiques qui fonctionnent dans des équations mais qui ne renvoient pas à des phrases ou même à des réalités comme celles qu'on peut avoir dans la perception. Enfin, je ne développe pas parce que ça m'entraînerait très loin sur la déterritorialisation. Est-ce qu'on ne va pas dire quand même quant à cette question même que l'exemple même que Félix vient de citer, par exemple des monocles, dans la seconde phase de l'amour de Swann, jusque-là, il avait vu des visages d'Odette. Il avait besoin en plus de nourrir ce visage d'Odette de réminiscences picturales, un visage de Botticelli. Et puis, il y avait comme une espèce de placage de l'un sur l'autre. On peut dire, là on ne cherche pas une définition logique, que les visages étaient pris dans leur territorialité. Ils étaient appréhendés comme visage, soit visage sur toile, soit visage de chair et d'os. C'est, mettons, l'état de territorialisation du visage, comme toute chose, a des états territoriaux. Dans le second moment, à la fin de l'amour, il commence donc par toute autre chose à aller à une réception. Et il commence à voir non plus les visages des valets, mais une véritable défection des visages de ces valets, qui forment une espèce de ligne. Il le dit dans le texte même, dans mon souvenir, je crois. Vous allez dire la citation. Il dit à peu près, ces visages perdaient la faculté qui leur est ordinaire, sous-entendu, nous dirions territorialement, d'assigner la reconnaissance de quelqu'un. C'est toi, comment tu vas? Il n'était plus qu'un système de lignes. On dit comme ça à première vue, quitte à s'expliquer plus tard. C'est une espèce d'état où le visage se déterritorialise. Ensuite, il entre dans le salon, et c'est tous les gens. La série des monocles. Le monocle, c'est une cicatrice, ou une paire de lunettes, c'est aussi, normalement, dans le cycle des redondances ordinaires. La lunette comme redondance de l'œil, le monocle comme redondance de l'œil, c'est une certaine manière de territorialiser le visage. Là, au contraire, se fait une ligne de déterritorialisation où tout l'art va être mis en jeu, mais une nouvelle compréhension de l'art. L'art, au lieu de se rabattre sur le visage d'Odette, c'est le visage d'Odette qui va finir par se dissoudre. Alors, je crois qu'on emploie ligne de déterritorialisation en ce sens, lorsque se fait ce basculement dans l'usage. À la lettre, le visage est arraché à sa territorialité, n'est plus un visage, comme vient de dire Félix, se fond dans des traits de visagéité, et c'est pas encore fini, parce que qu'est-ce que ces traits de visagéité vont devenir? Est-ce que ça se rapporterait un petit peu au mot des investissements? Non, pas du tout. Oh non, justement. C'est ça il y a au contraire autant d'investissements dans l'autre. Dont Odette, mais des investissements dont... Ça s'accompagne d'un désinvestissement de Odette elle-même. Ah non, c'est pour cela, le mot fin de l'amour de Swann pour Odette
ça ne va pas de soi. Il a épousé. C'est d'ailleurs après la fin de l'amour de soi. D'accord, je vais trop vite. Bon, alors écoutez, j'essaye de boucler ça, ce que j'ai préparé, puis on reprend la discussion, en particulier sur le problème des investissements. Alors, de même que Proust a la tentation de rapporter les choses quelquefois à des entités de type trou noir comme la mémoire, là, d'un seul coup, il est tenté de faire le musicologue et d'essayer de faire une analyse dichotomique, disons, de la petite phrase. Et puis, alors il dit, mais au fond, peut-être que ce qui me donne cette impression de douceur rétractée, frileuse dans cette phrase, c'est le faible écart entre les 5 notes de la phrase et le rappel constant de chacune d'elles, et puis il s'arrête, et puis il dit non. Non. C'est une mystérieuse entité. C'est quelque chose d'autre. C'est un univers différent. Il y a des univers différents, des sortes d'incorporels qui sont produits par des artistes comme Vinteuil. Et il dit, et ça, il faut le prendre comme tel. Il dit, c'est une expérimentation. C'est pas des ineffables. Il dit, il parle à ce moment-là, il évoque l'expérimentation de Lavoisier ou d'Ampère. Vinteuil, il a expérimenté quelque chose de très particulier. Il dit, même quand on ne pense pas, quand Swann ne pense pas à la petite phrase, elle existait, latente dans son esprit, au même titre que certaines notions sans équivalent, comme la notion de lumière, de son, de relief, de volupté physique. Et alors là, il a une espèce de réaction anti-cogito, là, il se reprend, disons, il ne tombe pas dans le trou noir, il dit, eh bien, généralement, on a tendance à penser que l'âme, c'est quelque chose comme du néant. Et puis des musiciens nous montrent des thèmes qu'ils ont trouvés. Ils nous montrent quelle richesse, quelle variété cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme, que nous prenons pour du vide et du néant. Et il dit, à ce moment-là, on ne peut pas douter de l'existence de cette sorte, moi je dirais, de machine ou de bloc machinique. On ne peut pas en douter. De même qu'on ne peut pas douter de la lumière de la lampe qu'on allume. Et là, c'est comme s'il y avait une espèce de mise en question de la procédure réductionniste de Descartes. Il dit, c'est un ordre de créature surnaturelle qui est mis en jeu. Dernier point concernant cette déterritorialisation à partir de la phrase musicale, c'est la perte du sujet. La perte du sujet qui était déjà amorcée dans la composante iconique avec ce dédoublement, ces lignes, cette prolifération des portraits des personnages. Mais d'un seul coup, la petite phrase devient le sujet de l'énoncé. C'est elle qui se met à parler. Et la petite phrase regarde les gens autour d'elle. Et puis elle les juge et dit elle a des opinions sur les états d'âme des gens. Elle change complètement la position par rapport au sujet antécédent. Et là, il y a une sorte de nouvel agencement. C'est la petite phrase qui réorganise la subjectivité des gens qui sont là dans le salon et puis de Swann lui-même. Dans un rêve, il décrit un rêve où on voit éclater vraiment complètement les traits de visagéité. À un moment, il voit Madame Verdurin le fixa d'un regard étonné. Durant un long moment, il retrouve les Verdurins comme si de rien n'était. Pendant lequel il vit sa figure se déformer, son nez s'allonger, et il lui dit des grandes moustaches à Madame Verdurin. Il est horrifié, il se détourne, et il voit Odette qui est comme avant, tendre, amoureuse. Les yeux en larmes, pleins de tendresse, et dit-il, ses yeux sont prêts à se détacher, comme des larmes, pour tomber sur lui. Les yeux sont là, prêts à basculer sur Swann. Alors, tout se rejoue d'un coup, un immense élan d'amour et de tendresse, et puis d'un seul coup, Odette dit, ah mais non, je m'en vais. Lui, il est tenu de parler à Mme Verdurin. Elle s'en va, sans lui fixer rendez-vous, et elle part avec Napoléon III, qui était là. On voit bien, alors là, la série des monocles qui continue, des généraux, des moustachus, et je sais pas quoi. Et à ce moment-là, toute la visagéité éclate, et c'est terminé avec Odette. Il dit, il éprouva de la haine pour Odette. Il aurait voulu crever ses yeux, qu'il aimait tant tout à l'heure, écraser ses joues en fraîcheur. Pourquoi ça vient tout d'un coup, là? Alors qu'on n'a rien prévu, quand même. Pourquoi c'est venu comme ça? Pourquoi tout d'un coup, ça aurait pu être autre chose que Odette et Swann. On parlait des trous noirs.
Mettons, il y a un moment, vraiment, qui alors fonctionne comme trou noir. Et comme redondance subjective. Il faudrait reprendre la lettre du texte, enfin ceux que ça intéresse, c'est l'occasion de relire des passages de Swann. Il me semble que constamment ça apparaît, le système de redondance, Odette, Swann. Dans le cas de Swann, ce qui l'intéresse avant tout, c'est la peinture. Alors, quand il voit une petite bonne, il faut que ça lui rappelle. Drôle de truc, ça c'est vraiment l'abondance de résonance. Il faut toujours que ça me rappelle quelque chose. Si ça me rappelle rien, alors, je suis perdu. Alors lui, son truc, c'est il faut que ça lui rappelle un grand tableau. Alors là, ça marche. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a au centre, je schématise, il y a au centre les deux visages. Là. Mais il y a un raté. C'est pas tellement commode, hein? Encore une fois, n'oublions pas notre méthode. Il n'y a pas du bon et du mauvais. Faut pas dire les trous noirs, c'est pas bon. Pas tellement commode de se faire un trou noir. C'est l'amour-passion. Alors, il y a les deux visages, Odette Swann. Et ça ne prend qu'à moitié. Ça s'enroule suivant une ligne de vie. Mais ça ne marche pas vraiment. Swann fait appel à son procédé. Il va entourer ça d'une autre ligne, la ligne d'art, pour vraiment colmater, constituer le trou noir de l'amour-passion. Odette Botticelli, Odette. Ah, mais ça change tout. Elle me rappelle quelque chose. Redondance. La redondance du visage d'Odette et du visage de Swann. La redondance de la fleur donnée par Odette et de la fleur donnée par Swann. La ligne d'art qui vient entourer et assurer l'enroulement de la ligne vécue. À ce moment-là, ça me rappelle quelque chose. Swann est vraiment happé par le trou noir. Et puis, il a fait cette rencontre étonnante qui n'est pas tellement dans son procédé. Ce qu'il y a bien, c'est que tout ça, c'est tellement du vécu. Voilà. Nos procédés sont toujours dépassés. On se sert de nos procédés pour dépasser ce qui ne va pas dans le vécu, et puis nos procédés sont dépassés par quelque chose qui est peut-être d'un autre ordre. C'est qu'il a entendu la petite phrase de Vinteuil. C'est une troisième ligne. C'est une ligne musicale. Et la petite phrase de Vinteuil, bon, elle l'a émue. Mais elle l'a émue sous quelle forme? Elle l'a ému précisément parce qu'il s'est dit, mais c'est inespéré ce truc-là. C'est ça qui va me permettre d'aller jusqu'au bout de l'amour-passion. Et il s'en sert comme d'une troisième ligne, qui alors va vraiment ficeler le tout, va assurer le trou noir de l'amour-passion. Et vous aurez, si je reprenais mon dessin, de l'autre fois, je ne sais plus si je l'avais fait. Swann, Odette, leur précipitation vers le trou noir de l'amour-passion, avec la ligne vécue des deux visages, la ligne picturale nécessaire, la ligne musicale. Et il faut qu'il y ait un système de redondance perpétuelle d'une de ces lignes à l'autre.
Au point qu'à ce niveau, la petite phrase de Vintel va être arrachée à son ensemble. Elle va valoir comme une espèce d'indicatif de la radio, de la télé. La petite phrase de Vinteuil surgit. Swann regarde Odette. Odette regarde Swann. Elle fait redondance avec les signes picturaux. Elle fait redondance avec les visages, au point que c'est devenu un signe entre eux deux. Au point que le reste du grand morceau de Vinteuil, il s'en fout complètement. Ah, ma petite phrase. Ah, ma petite phrase. Odette cligne de l'œil. Tu te rappelles la petite phrase? Oui, dit Odette. Oui, la petite phrase. C'est le système des redondances subjectives. Non, je voulais dire quelque chose qui m'intéresse. Le petit dessin? Ouais. Ah ben oui. Parce qu'en fait, il y a une espèce de dessin que j'ai envie de faire, Oui. qui serait plutôt... Ah oui, mais toi, t'as de la crête. ouais, un peu comme ça, Odette, Swann, et à partir de là, le même dessin que toi tu viens de faire. Mais je veux dire que vraiment, il y a que... Enfin, je peux pas en parler, tu vois. Tu éprouves, tu veux ajouter une verticale. Enfin, cette verticale, c'est une séparation. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, D'accord. bon, D'accord. il y a... Tu vois, D'accord. Ouais. c'est une séparation. Tu vois, c'est-à-dire ici, Odette, ici, Swann. Oui. Bon, et de chaque côté, si tu veux, on peut faire le même dessin que tu viens de faire. Oui. Mais en fait, bon, il y a un moment, enfin, au moins, On s'arrange. enfin, où il y a une faille vraiment terrible, quoi. Et qui est vraiment pas du même ordre que, bon, Ah, que le rapport en effet, avec l'art et avec... ça va être complètement nécessaire pour le second moment, en effet. Alors même, on peut ajouter ça, sans que je comprenne. Ça devient un dessin parfait. ouais, c'est pervers. Hein? Voilà. Ça, c'est les deux visages séparés. Supposons que les signes d'amour de Swann pour Odette, supposons, c'est une supposition, ça entre seulement dans les signes du salon de Verdurin. Ce qui fait que tous les signes d'amour émis par Swann vis-à-vis d'Odette entrent non pas dans une déterritorialité, mais dans une territorialité du signe des Verdurins. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais ce qu'il fait, ça fait autre chose. Mais ça fait que... Il nous faut ça. Premier moment, comme tu viens de dire, ce système du trou noir appartient à une territorialité, la territorialité du Verdurin, avec des nuances. Mais ça fout en l'air toute possibilité de parler d'esthétique et d'esthétisme de Swann. Qu'est-ce que cela veut dire, l'esthétisme de Swann? Parce que finalement, pour nous, Beethoven ou Wagner, chez les Verdurins, ça renvoie vraiment à un signe parfois unique, c'est celui d'une communication. Et c'est la même chose chez les Guermantes. C'est ça qui fait finalement. On ne peut pas parler de déterritorialité de... Tu vas trop vite. Oui, mais la question c'est que Swann joue seul en fait, et quand le réel refuse de jouer, il joue à sa façon peut-être. Mais alors il y a beaucoup de mots qui deviennent vraiment inutiles, esthétique par exemple, réalité. Pardon. Pourquoi est-ce que Swann, à ce niveau, pourquoi est-ce que Swann est toujours présenté comme un amateur, pas un artiste? Swann, c'est pas Vermeer, c'est pas Vermeer, c'est un amateur. Un amateur, c'est quelqu'un qui, en effet, fait de l'esthétique ou de l'art un usage territorialisant. Ça ne l'intéresse que dans la mesure où ça lui rappelle quelque chose. Alors là, ça complètement. C'est dans la territorialité Verdurin. Mais bien plus, l'amour pour Odette est pris dans la territorialité Verdurin. L'esthétisme de Swann, ce par quoi il n'est qu'un amateur, c'est qu'il fait encore un usage territorialisant de l'art. Et la petite phrase, qui finalement finit par être liée au parfum du chrysanthème, au parfum d'une fleur, il en fait un usage territorialisant entre lui et Odette. C'est complètement, d'un bout à l'autre, t'as raison. Pour ce moment-là. Car vient le second moment,
où tu ne dirais pas la même chose. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le second moment que Félix a décrit? Si j'essaie de le rattacher à notre truc, il se passe une drôle de chose. C'est que, pour mille raisons, à commencer par le chagrin, par, je sais pas quoi, c'est longuement expliqué par Proust, voilà que la ligne, à l'occasion d'un hasard, la ligne picturale se met à filer. C'est à ce moment-là que Swann commence. C'est pas la peine. Il a avantage. Il est très clair comme ça. Il ne gagnerait pas à être. Oui, c'est à ce moment-là que Swann commence à, non pas devenir un artiste, il ne le sera jamais, mais à comprendre ce que c'est un artiste. C'est-à-dire, la ligne musicale va l'annoncer. Une seconde. L'autre ligne, non plus picturale, mais la ligne musicale, elle alors va prendre une valeur pour elle-même. Elle ne dépend même plus des instruments à la limite. C'est les instruments qui l'incarnent, c'est pas les instruments qui la font naître. Elle se met à filer pour son propre compte. Ciné matériel, Proust, qui pourtant parle rarement latin. Mais si on voit le latin, c'est territorial. Voilà que c'est les instruments qui dépendent de la musique. C'est plus la musique qui dépend des instruments. La peinture, elle a commencé à vaciller. C'est même plus de la peinture, les visages se défont. Il y a une déterritorialisation des visages. Il y a une déterritorialisation de la phrase musicale. Et en même temps, il y a une déterritorialisation de l'amour pour Odette. Et cette déterritorialisation de l'amour pour Odette, il va l'exprimer sous la forme de l'idée de Odette au bout du monde. Le problème que nous posons depuis le début, quels que soient les détours, et j'ajoute, en plus, ce n'est pas des détours, je crois pour nous. Le problème que nous posons depuis le début, c'est qu'on va essayer de comprendre comment se constitue et comment fonctionne un type de pouvoir particulier qui est le pouvoir du visage. C'est pour ça que j'ai cru bon très vite de dire tout à l'heure, mais une société, ça ne fonctionne pas seulement avec la matraque d'un flic, il faut être un vrai con pour voir ça. Ça fonctionne aussi avec du visage de flic. Ça fonctionne aussi avec du visage d'instituteur. Des petits-enfants à la maternelle. Oh, la maîtresse m'a regardé. Et toi, laisse-moi finir. Le tableau, c'est pas moi. Hein. L'instituteur, l'institutrice m'a regardé. Il y a un pouvoir, là. Il ne s'agit pas d'engendrer le pouvoir à partir du visage. Il s'agit de dire le visage ou la visagéité est prise dans les systèmes de pouvoir. Il faut l'analyser comme, pas nécessairement, on pourrait parler d'autre chose, d'accord? Il faut l'analyser comme une pièce dans des mécanismes de pouvoir. Ah, ça je trouve incroyable. Incroyable la réaction qui consiste à dire que c'est à moi de répondre d'abord quand quelqu'un parle. Ça je vois pas. Simoni, tu dis. Hein. Te laisse pas avoir comme ça. Je dois dire, je vois vraiment pas du tout où est le problème. Bah oui. D'ailleurs, il n'y a pas de problème du tout dans cette histoire. On cherche à parler de choses qui fonctionnent réellement, qui marchent réellement. Parler du visage de l'institutrice de cette manière-là, j'ai l'impression que c'est réellement très neuf.
Et c'est vraiment parler du pouvoir, et du pouvoir tel qu'il fonctionne réellement, comment vous êtes dedans, comment on marche dedans, comment on a pu s'asseoir en place, comment ça marche. Non, parler du visage de Giscard d'Estaing. Écoute, laisse-moi finir. Tu me poses une question, laisse-moi finir ma phrase, merde. Non, écoute, je t'en prie, laisse-moi finir, je n'en ai pas pour longtemps. Je veux simplement dire que pour le visage de Giscard d'Estaing ou la voix de Giscard d'Estaing, bon, on peut en parler d'une manière qui est réellement très utile et qui est certainement pas, je sais pas, ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans le métro, ce qui se passe actuellement en tôle pour les... Ça, c'est les travaux pratiques, mon cher. Bon. Tu peux pas te lever qu'on voit ton visage. Son visage. Ce que Félix et moi nous vous proposons, nous l'avons déjà écrit, que nous resservons de vieux trucs. Je dis que c'est diffamatoire. Les gendarmes dans le métro, le mec en tôle, la CGT, le régime... Ils n'ont pas de visage, ces gens, pour toi. De façon précise, ce sont des visages barbus, chevelus, certainement, pour les syndicalistes en tôle. Bon, et Vincennes, par rapport à ce que c'était, donc il y a des conversations de salon pareilles, bon, je ne sais pas pourquoi, pour des diplômes... Des conversations, c'est pas toujours des conversations. Non, mais laisse-le terminer. Que ce soit des conversations de salon, ou des conversations d'octo, ce soit toujours des conversations à Vincennes. Je veux dire, on prend tous le métro, tout le monde prend le métro. Oui, mais là, ça je veux dire, on n'est pas... ça me paraissait particulièrement insupportable. Non, mais écoute, ça va. On en a assez, parce que... Non, mais c'est bon qu'ils disent que quelqu'un dise... Pardon, tu vas tout aussi parler. S'il dit, en effet, ça va On va créer le rapport de force, toujours. Ça graisse tout le temps. On est espions. Tout le monde s'espionne par le visage. Le problème, c'est notre idée. Tout le monde juge. On a choisi. On est Il y en a marre, ça fait 2 ans que j'ai envie de le dire, ça. Ça fait 2 ans, mais quoi? C'est très bien, ça a été dit, c'est tout, laissez-le le dire. Non, mais je veux dire, mais moi, c'est la première fois que je viens là, ça fait pas 2 ans que je suis là. Enfin, je veux dire, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Ah, le mec ici. Non, mais quand je dis ici, je veux dire... Enfin, quand Deleuze parle, il parle d'un certain truc, et quand tout d'un coup, un jour, il se passe quelque chose, bon, on en fait un truc complètement fou, le rapport de force, le machin, le truc. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un truc d'individu qui se dit à tout de suite rapport de force, machin, bidule, et tous les trucs. Bon, alors, comment on fonctionne, nous aussi? C'était ça la question, je crois. Hein? On cherche à démonter, à chercher des instruments, à chercher des modes de repérage qui ne soient pas ceux de la psychanalyse, qui ne soient pas ceux classiques du marxisme, et qu'il faut qu'on ait une certaine liberté de dire des conneries, je trouve, quoi, sans qu'on se fasse tomber dessus à propos de ce qui se passe avec l'armée et tout ça. C'est peut-être même le plus court chemin qu'on prend. J'en sais rien. Et moi, je voudrais lui dire... Tu dis quoi, c'est le nom qui marche. Parlons-en, moi je crois pas que ça. Et moi, je voudrais lui dire un truc, là. Par rapport à ce que tu dis, je sais pas, dans le métro, dans la rue ou dans les prisons, eh ben, il y a par exemple 2 choses qui me semblent intéressantes. C'est dans le bus, il y a quelques années, il y avait un mec qui était le chauffeur, et puis à l'arrière du bus, il y avait un mec, on passait devant lui, on lui donnait un ticket, tu vois. C'est-à-dire maintenant, il n'y a plus qu'une seule personne dans le bus, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est le chauffeur et le flic. Hein. Et l'autre jour, je l'ai entendu, le mec l'a dit clairement dans le bus, moi j'ai des yeux partout, je suis là pour ça. C'est-à-dire que si tu montres pas ta carte ou si tu as autre chose, c'est-à-dire qu'il le sait, tu vois. De la même manière que quand tu vas dans un Monoprix ou n'importe où, hein, que ce soit les caissières ou les vendeurs, non seulement ils te vendent leurs marchandises, mais je veux dire qu'en plus, ils savent pourquoi tu es là. C'est-à-dire, est-ce que tu vas acheter, est-ce que tu vas voler? Bon, et par rapport à ça, bon, il me semble que, je sais pas, au PC par exemple, enfin bon, c'est con de dire ça parce que je m'en fous du PC. Mais il me semble que dans des endroits où on est là pour en parler, il me semble qu'on n'en parle pas et que par exemple, bon, être capable à un certain moment dans le bus, au supermarché, de désamorcer tout ce truc, c'est vachement important. Parce que c'est quoi qu'on vit tous les jours? Moi je dirais, en effet, ce qu'on vit tous les jours, c'est quand même que... Tu dis que ça se voit à la gueule, c'est ça? Mais je dis pas que ça se voit à la gueule. Mais je dis pas que ça se voit à la gueule, parce que si tu veux, quand je rentre dans un Monoprix, dans ce cas-là,
toutes les bonnes femmes vont venir me voir avant que j'ai pris quoi que ce soit. Les visages de flics, ils ne sont pas seulement au bout de leur bâton, ils ne sont pas seulement dans la rue. Mais il n'y a même pas besoin d'en mettre. Il y a une présence. C'est même pour ça qu'on emploie ce mot lorsque quelqu'un va nous dire non, mais visagéité. C'est pas de la métaphysique, ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour indiquer que précisément, il n'y a même pas besoin que le visage soit là, en chair et en os. Que la maîtresse, elle peut partir de l'école. Qu'il y aura un quelque chose, un rouage de pouvoir, qui n'a pas besoin d'être incarné actuellement. On se demande, est-ce que ça fonctionne à la manière d'un surmoi? Par exemple, il y a des gens qui diront, psychanalyste, mais toi, tu pourras aussi bien le dire. Ça, alors, tu arrives sur nous. Nous, on pense que les notions comme celle de surmoi, ça vaut rien, etc. Donc, que ces rouages de pouvoir, ça fonctionne pas comme ça. Alors, on se demande comment ça fonctionne. Là-dessus, on nous dit à quoi ça mène tout ça. Au choix, à les faire fonctionner, à les faire défonctionner, à analyser dans une salle les rapports de force qui s'établissent, autre chose que les rapports de force, à attendre la séance prochaine, qui elle sera d'une toute autre nature, sur tout ça. Comme dit l'autre, c'est de la politique. Par rapport à ce que tu as dit, ou par rapport à ce que tu penses, ou par rapport à ce que tu penses de Proust, qu'est-ce qui fait à ce moment-là, pour toi, dans l'éclatement du visage, c'est-à-dire dans la rupture de l'attache, du point d'attache, de fixation, du territoire, qu'est-ce qui fait qu'il y a à ce moment-là, précisément, dans cette rupture-là ou cet éclatement, la montée de la haine? Très schématiquement, je crois que c'est à partir du moment où les yeux sont crevés. Il cherche au dernier moment à reconstituer la visagéité d'Odette, et là-dessus, toutes les visagéités foutent le camp, avec l'histoire des monocles, le nez qui s'allonge, etc. À ce moment-là, de façon ultime, il sait qu'il faut qu'il reconstitue autre chose, il faut qu'il se refasse un monde. Et je crois que la haine constitue dans le fait qu'il n'a pas la vocation des lignes de fuite. Nous sommes tous dans l'idéologie. Premier point. Bon, aussitôt que nous faisons une certaine culture, bon, c'est-à-dire considérer d'abord le problème, je le pose, et je vais citer une femme, oui, c'est-à-dire l'adolescente, Colette, justement. Alors, je cite ce truc, c'est-à-dire les villes d'eau, hein, les rêves inassouvis, hein, les châteaux en Bavière. Je parle de Colette, parce que qu'est-ce que c'est, Colette, justement? Qu'est-ce que c'est, hein? Non, je parle de ça. Ou Panaïstrati ou Kazantzakis. C'est trois types. Bon, qui sont pas du tout ni à gauche, je sais pas, dans lequel Colette, personne n'en parle. Les bonhommes parlent toujours. Toi, dont tu parles, tu parles toujours des bonhommes. Ouais, ça c'est vrai, Je dis rien à rendre. Tu comprends? Je dis, j'ai vu le voyage des comédiens, je parle de ça, parce qu'il est bien et il est mauvais, je veux dire. Mais il est vrai qu'on risque tous d'être contaminés par la peste. C'est pas ça le truc. C'est que, en pleine période fasciste, une bonne femme qui fait du musical, ou elle en faisait avant, je sais pas, qui se met à dire vive le bonheur. Et j'opposerai Colette à Kafka. Écoutez, hier, un écrivain, une interview, Didier Decaux chez Jacques Chancel. Il a dit c'est merveilleux d'être prêtre, c'est donner des ordres à Dieu. Alors la gauche, comme Guattari, veut donner des ordres à Dieu au parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes dans les prêtres. Le problème n'est pas là, justement. Ou est-ce que le truc, c'est que, bon, Zorba, quand il danse devant le fascisme anglais, c'est pas de ce truc. Hein? Et pas au niveau de la folie, le problème de l'ailleurs. Hein? Ça, c'est vachement important. Le problème, je pose le problème. Parce que, bon,
quand tout le monde est en... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je veux dire, il y a deux solutions. Le suicide, qui est l'acte manqué, et la résistance, c'est-à-dire l'obscur. Ou un des deux, la danse. Il n'y a pas de bonne situation qui n'est pas la peine de parler de tout, parce que si on commence à parler du système, le fascisme approfondit toujours qu'on en parle. Et peut-être Pasolini. Enfin, il a fini comme dans ses films, certains diront c'est merveilleux, mais moi je lui dis il y a quelque chose qui ne va pas, il est dans le Christ. Alors opposer le Christ à l'église, c'est merveilleux, c'est Dostoïevski, ça renvoie à la culpabilité. Hein, et à la solution. La révolte, et Dostoïevski, le père, de tsar, c'est un truc vachement dur. Oh, tu permets, le PC reflète la moitié des ouvriers en France. Je n'ai pas déconné. Toi, tu n'es pas en rapport avec les ouvriers. Comment je suis pas en rapport? Mais absolument pas. Mais non. Sur nous, je pose le truc. C'est le problème de la guerre. Toi, Deleuze, tu disais, Freud avait tort. Enfin, il était dans l'idéologie, il parlait de la pulsion de mort de la guerre. Ça nous revient en plein sur la gueule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À l'heure actuelle, en France, il y a une psychose de la guerre. On ne sait pas où est l'ennemi. Avant, c'était la Chine. Il y a, je sais pas, personne n'est capable de l'analyser. Toi, tu dis exactement ce dont ils ont parlé. Tu dis ça nous revient, et ça fait en plein dans la gueule. Eh bien, ils ont fait parler de rapifier, de rabattage, etc. Si j'avais écouté, je t'aurais peut-être... Parce que monsieur s'appelle voilà, il a raison. Il a filmé. Il a raison. Il a un mauvais d'accord. Voilà. On se tire. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal.